Bonjour Yoletti, Bonjour. merci d'avoir accepté mon invitation. Yoletti, t'es enseignante en sciences politiques à l'université d'Avignon, t'es franco-vénézuélienne et c'est à ce titre que je t'ai aussi invité avec tout ce qui se passe dans ton pays d'origine. Euh, Entre aujourd'hui et on va dire allez, le 30 décembre, il s'est passé beaucoup de choses. Euh, Quelle évolution, enfin, toi, quelle est l'analyse que tu portes sur l'évolution de ton pays? Comment est-ce que tu qualifierais ce vers quoi aujourd'hui ça va en quelques phrases, en quelques mots? C'est encore l'incertitude. En fait, c'est difficile à ce stade-là de dire des choses claires et certaines. En termes analytiques, on doit accepter qu'on a énormément de variables qui sont pas encore voilà, à la main. Mais euh, pour le moment, ce qui me semble assez clair, en tout cas pour le futur proche et moyen terme, c'est la durabilité d'un gouvernement autoritaire qui a une relation voilà, d'accord slash domination, bien évidemment, de la part de l'impérialisme états-unien. Et donc, en fait, mon inquiétude à moi, c'est qu'on se retrouve du coup dans un contexte où les Vénézuéliens et Vénézuéliennes, leur volonté semble disparaître. En fait, personne n'est en train de discuter ni de ce qui s'est passé lors des élections présidentielles de 2024, ni potentiellement de nouvelles consultations potentielles dans un avenir proche. Et voilà, et donc il y a un véritable enjeu de domination qui contraint la population et, euh, et qui, bon bref, on a du mal à voir un avenir positif derrière ça. Pour bien comprendre Oui. ce que tu dis, tu parles d'un espèce d'accord plus ou moins entre l'impérialisme américain et le pouvoir vénézuélien, c'est-à-dire que en gros entre la vice-présidente qui est devenue présidente Rodriguez et Donald Trump et l'administration Trump, il y aurait un espèce d'accord, parce qu'on n'a pas l'impression qu'ils se parlent énormément et qu'ils sont toujours dans une opposition farouche, ferme et frontale. Euh, En fait, l'enjeu, c'est que là aussi, il y a des choses sur lesquelles on n'a pas non plus de clarté tout de suite. Il y a des questionnements sur tout ce qui vient d'arriver, les frappes, du coup, l'enlèvement de Nicolas Maduro, euh, président illégitime, en fait, président autoritaire illégitime de Venezuela. Euh, Tout ça, la question qui se pose, c'est est-ce possible de le faire sans qu'il y ait un quelconque accord ou un quelconque accompagnement de l'intérieur. Voilà. Et donc, en fait, à nouveau, à ce stade-là, on ne peut pas dire avec certitude ce qui se passe. Par ailleurs, en fait, avant qu'il y ait discussion ou accord plus récent, bah, il faut aussi quand même bien prendre en compte en fait qu'il y a avancée militaire sur la mer Caraïbe depuis l'été dernier, qu'il y a bien évidemment sanctions économiques Venezuela depuis déjà presque 10 ans. Donc voilà. Donc en fait, on peut aussi, on doit aussi prendre en compte un contexte complexe dans lesquels en fait l'impérialisme états-unien et le autoritarisme interne au Venezuela soumet la population. C'est ça qui pour moi est central. Mais en tout cas, si d'une part le gouvernement de Delcy Rodriguez désormais donc au Venezuela maintient ou essaye de maintenir effectivement un discours anti-impérialiste. Beaucoup de ce qu'ils nous disent, justement, des personnes qu'on peut considérer du coup comme des proches, en fait, des gauches politiques et dissidentes, en fait, au Venezuela, ce qu'ils nous disent, c'est plutôt dans quelle mesure, justement, cette relation, ces accords, ces concessions que les gouvernements semblent faire plutôt de manière plus discrète, est aussi finalement un moyen de finalement d'imposer de manière, on va dire, pacifiée, entre guillemets, les volontés de l'impérialisme états-unien au Venezuela. Dans le sens où pour les États-Unis, l'idée de troops on the ground, en fait, le fait d'amener du coup les militaires sur place, en principe, on comprend que c'est pas du tout ce qui est souhaitable, notamment en fait pour un Donald Trump qui est en base MAGA, à qui il a dit non, en fait, nous on va plus se mêler de ces types de conflits, et qu'en effet, d'une certaine manière, c'est moins coûteux que les acteurs en pouvoir sur place ce soit eux, finalement, qui garantissent un certain ordre pour l'arrivée des entreprises pétrolières états-uniennes qui, clairement, sont sur le point de se préparer pour revenir au pays.
Il y a un troisième acteur dont tu as un peu parlé, c'est le peuple vénézuélien qui... Toi, est-ce que tu as des liens avec des gens au Venezuela et comment est-ce que aujourd'hui, toi, par exemple, dans tes proches, comment est-ce qu'on réagit en fait à ce qui s'est passé? Est-ce qu'on est encore au niveau de la sidération ou est-ce qu'on commence à se dire bon, genre, on a remplacé le président par le vice-président? Mais est-ce que véritablement les choses ont changé? On a vu que il y avait la libération de certains prisonniers politiques. Comment est-ce que ça s'est accueilli? Est-ce que ça accueilli positivement? Est-ce qu'il y a des changements profonds, à part l'inquiétude et la peur qui a dû être encore renforcée depuis ce début d'année? En fait, la société vénézuélienne est extrêmement hétérogène et traversée par un conflit politique lourd. Les réponses sont très variées. Une chose qui me semble faire un peu l'unité de toutes ces réponses, c'est effectivement ce que tu viens de dire, effectivement l'inquiétude, mais c'est pas seulement l'inquiétude sur la sidération voilà, parce que sincèrement les bombes en fait qui tombent, bon voilà. Non, en fait, au Venezuela, il y a tout de même un sentiment, on va dire, de souveraineté, en fait, d'un certain nationalisme, et du coup il y a cet enjeu de pétrole qui vraiment, en fait, personne n'est tranquille avec l'idée que un gouvernement étranger, notamment états-unien, vient de dire nous on va gouverner le pays et on va gouverner les ressources issues de pétrole. En fait, en tout cas pour le moment, dans mon entourage, je n'entends pas des personnes qui sembleraient joyeuses de cette possibilité-là. Par contre, voilà, en effet, si on commence à prendre en compte le fait qu'il y a une diversité d'acteurs, des visions politiques au Venezuela, j'ai les personnes qui pour différentes raisons historiques, parce que le vécu de l'autoritarisme au Venezuela tel qu'il est, ils peuvent être prêts en fait à avoir un certain espoir derrière une intervention qui, on sait bien, n'augure pas nécessairement des bonnes choses pour le pays. J'ai aussi des personnes fidèles au gouvernement encore on va dire entre mes contacts. Et du coup, c'est des personnes qui sont très inquiètes par ce qu'ils considèrent comme étant du coup des formes de désinformation qui sont autour et sont inquiets par la perspective d'une vraie guerre. Et surtout, j'ai entendu hier aussi une véritable inquiétude sur même les personnes, les historiques formés à la guérilla et compagnie, en fait, semblent se sentir aujourd'hui incapables d'une réponse face à ce qui est en train de se passer. Et du coup, pour ce côté-là, pour ce côté de l'espace politique au Venezuela, c'est une inquiétude aussi de dire on n'est pas en capacité de faire une réponse populaire, armée, face à ça. Et en fait, oui, il y a de nombreuses raisons. C'est pas seulement parce que les armes manquent, c'est parce qu'en fait, il n'y a pas de soutien populaire à ce gouvernement. Donc, de fait, il n'y a pas de quoi. Et après, voilà, les voix qui sont, pour moi, celles qui complexifient plus les choses et qui me semblent importantes, en fait, à entendre, sont ces oppositions de gauche au Venezuela qui sont en train de nous dire on n'a pas à choisir entre la botte militaire et la botte yankee. En fait, on doit être en capacité, ou en tout cas, on essaye de faire l'effort de construire d'autres voies. Et une des choses, un des mots d'ordre qui viennent en ce moment, c'est effectivement le rejet à l'attaque impérialiste sur le pays, bien sûr, et aussi comme une volonté de revenir au peuple, de revenir en fait à des formes de consultation, à des formes de de revenir en fait à cette volonté populaire qui s'est exprimée à de nombreuses reprises au Venezuela et qui pour le moment semble vraiment pas être au cœur de aucune discussion. Et là, juste quand tu me parles de cette gauche dissidente, de cette gauche d'opposition, est-ce qu'elle existe vraiment numériquement, ou est-ce qu'on parle de genre 1% de la population et un mouvement qui n'est pas non plus incarné? Il y a des incarnations, par exemple, à ça? En fait, peut-être qu'un des espaces qui est le plus en capacité d'incarner cette option, ce sont les espaces syndicaux. En fait, il y a un syndicalisme au Venezuela qui a été beaucoup attaqué justement par la volonté de réduire la diversité syndicale par le gouvernement autoritaire, mais qui pourtant existe et qui a des liens forts aussi vers l'étranger et qui, en ce moment, réussit justement à
à transmettre, en fait, on va dire, ses idées, ses options, et qui est effectivement inséré notamment dans les entreprises nationales d'extraction. Donc voilà, je prétends pas en parler d'un mouvement de masse, mais en tout cas, il y a un syndicalisme pressant qui, avec beaucoup d'efforts, en fait, continue à exister. Après, bien sûr, en fait, il y a en fait, les dissidences, on va dire, politiques, elles sont variables, en fait, elles sont multiples, en fait, elles vont de libertaires, des trotskistes jusqu'à, voilà, des gens qui se revendiquent encore de chavisme, mais qui se revendiquent pas de ce gouvernement. Et bien sûr, par exemple, au sein de tout ça, le Parti communiste vénézuélien, qui est un parti historique. Et en fait, c'est important de le dire, le Parti communiste vénézuélien, existe aujourd'hui de manière informelle parce que le gouvernement, en fait, a ôté sa tête, en fait, par le biais du tribunal suprême de justice. Voilà, on a mis une autre direction gagnée au gouvernement. Et donc, le vrai parti historique, il existe de manière informelle. Bon, ces espaces-là arrivent, en fait, à avoir, voilà, des espaces unitaires, arrivent à avoir des espaces de discussion. En ce moment, c'est très compliqué, c'est très dur de se réunir, c'est même très dur de dire des choses vers l'étranger. Il y a des organisations qui ont même pris la décision de ne pas s'exprimer tout de suite, qui ont annulé des événements qui étaient déjà prévus. Mais bon, c'est l'espace politique qui arrive à remplir comment dire, une place, par exemple, en gros, qui peut arriver à remplir Bastille pour dire quelque chose. Mais bien sûr qu'il y a aussi, et ça c'est un constat qu'ils font toutes et tous, une telle dégradation de ce que c'est de faire de la politique au Venezuela, de ce que c'est d'exister en tant que population politisée, que voilà, aujourd'hui, bien sûr qu'ils ne sont pas en capacité de faire un mouvement de masse. Mais pourtant, justement, je pense que ce qu'ils nous disent aussi, c'est le besoin de soutien pour pouvoir justement construire ces options-là. Parce que en fait, et là pour le coup, si je prends l'histoire plus longue en fait de ce qui se passe au Venezuela depuis l'arrivée de Hugo Chavez au pouvoir, donc depuis l'année 1999, en fait, c'est vrai qu'il y a un conflit politique qui a traversé et qui traverse encore le pays. Mais une des caractéristiques de ce qu'on pouvait voir au Venezuela dans les années 2000 et 2010, c'était ce qu'on pourrait appeler en français une forte politisation de la population. Et donc, en fait, un vrai engagement citoyen. Voilà. Bon, après, les contenus, tout ça, on peut en discuter. Mais en tout cas, un véritable élan politique qui avait été aussi, en fait, un peu la proposition de la révolution bolivarienne, qui était celle de dire, bon, on va faire une révolution, mais qui sera démocratique et qui sera participative. Avec tous les problèmes et toutes les limites. Le fait est que, voilà, aller au Venezuela, ça voulait dire parler politique. C'est de moins en moins le cas. Ça fait des années que la survie, en fait, le fait de juste survivre au quotidien, s'impose face à la construction de quelque chose comme des voies démocratiques ou comme des voies citoyennes. Sauf qu'il y a eu quand même un sursaut lors des élections présidentielles de 2024, où il y a une véritable mobilisation et un véritable vote contre le gouvernement en place. Et en fait, là, une des choses, en partie, ce qui est en train de se passer, c'est l'impérialisme états-unien qui s'impose sur l'Amérique latine. Ça, c'est la base de cette discussion. C'est la base, en fait, de ce nouvel ordre ou désordre international dans lequel on rentre et dans lequel, en fait, on se rend compte que, voilà, c'est vraiment par la force, en fait, qu'on gouverne, point. Que le Venezuela puisse être l'excuse pour ça, c'est aussi lié au fait que, en fait, au Venezuela, ça fait des longues années qu'en fait, ce que la population demande n'est pas respecté. Et notre conflit, en fait, il y a un véritable appel aujourd'hui à revenir à faire de la politique, à le résoudre, en fait, de manière à qu'on ne doive pas, en fait, à qu'il n'y ait pas plus de morts, parce qu'il y a eu des morts, en fait, à qu'il n'y ait pas plus de... La menace militaire états-unienne est toujours là. Et c'est terrible, en fait. Là, pour le coup, vraiment, je pense que je vais me permettre 2 mots de quelque chose d'un peu plus personnel, mais en fait, c'est terrible de voir mon pays et les miens au cœur d'un débat dans lequel on est à ce point, effectivement, mis de côté ou oublié, et qu'on serve, nous, d'excuses, en fait, qu'on vienne instrumentaliser ce qui se passe chez nous pour légitimer un nouvel ordre mondial, en fait, où se construit la loi plus forte. Je pense pas que ce soit
Bon, d'une part, effectivement, analytiquement, voilà, il y aurait plein de choses à critiquer, mais en fait, en termes de légitimité politique, il y a un enjeu de non, en fait, on n'est pas à être instrumentalisé. Et comme disait une chère amie dans son tribune il y a quelques heures, aucun peuple devrait être dans la position de choisir entre la botte militaire et la botte yankee. On n'a pas à choisir entre ceux. Toi, tu vis en France et tu travailles en France. En termes de solidarité internationale, de compréhension aussi par l'extérieur de ce qui se passe au Venezuela, euh, qu'est-ce que, comment est-ce que tu l'analyses? Comment est-ce que tu le juges? Est-ce que tu te dis, tiens, par exemple, en France, le pays où tu vis et travailles, tu te dis, tiens, ils ont compris ce qui se passait au Venezuela, la position d'Emmanuel Macron, le président de la République, est juste et bonne. Je le dis un peu avec ironie parce que personne n'a très bien compris ce qu'il a écrit, vu que précisément il n'a pas condamné la méthode trumpiste employée au Venezuela et qu'il a appelé une transition démocratique. Bon, merci Emmanuel Macron. Mais voilà, comment est-ce que toi tu juges tout ça et aussi une sous-question, est-ce que tu penses que là, à plusieurs moments là dans ce que tu viens de dire, tu parlais du besoin pour le peuple vénézuélien de retrouver en fait des voies de politisation, de discussion, d'élaboration collective. Est-ce que ça peut aussi passer par l'extérieur? Pas au sens de Trump, mais au sens de la solidarité internationale. En gros, qu'est-ce que le peuple français, par exemple, pourrait apporter au peuple vénézuélien dans le moment qu'il est en train de vivre? La première chose, c'est que, en fait, le Venezuela a été, pendant tous les débuts du XXIe siècle, pour ceux qui s'intéressent, pour les gauches, on va dire, internationales, a été un lieu d'intérêt, d'espoir, même parfois de pèlerinage, en fait, limite. Donc, on va dire qu'il y a tout de même une certaine connaissance de ce que c'est, de ce que ça a été, etc. Et ceci est à la fois positif et un point d'attention, parce que beaucoup des personnes qui ont connu le pays, qui sont allées en solidarité, etc., on va dire, l'ont fait dans les débuts de la révolution bolivarienne. Or, la révolution bolivarienne, les gouvernements chavistes au pluriel, qui commencent depuis 1999 et qui pour le moment ne sont pas encore arrêtés, ont des périodicités différentes. Et donc, le souci étant que comprendre ce qui se passe en 2014-2015 avec les formules et les choses qu'on avait en 2003, 2005, 2006, voilà. En fait, en gros, là, il y a des choses à affiner. Et en fait, je veux dire, avec ça, je souhaite à la fois respecter aussi en fait ce qui a été parce que c'est pas que pour les Vénézuéliens, en fait, admettons aussi que le Venezuela a signifié quelque chose à l'échelle internationale et internationaliste, et admettons donc en fait qu'il y ait des vécus et des souvenirs peut-être beaux et qui légitimement font encore de l'effet pour différentes personnes. Mais du coup, ce que je peux dire, si on revient à la question de la France en tant que pays représenté par un président et par une institutionnalité, c'est certain que en fait, la position de Macron forcément pose problème, mais non pas seulement parce qu'elle condamne pas, mais parce qu'elle est tellement ambiguë, en fait, qu'elle s'exprime en 2 temps, en 3 temps, en fait, entre lui et son ministre des Affaires étrangères. Et bref, et l'ambiguïté à ce moment-là, et du coup, justement, si là je veux parler aussi en tant que Française, cette ambiguïté ne pose pas seulement problème pour le coup par rapport à ce qui se passe au Venezuela, mais elle pose problème par rapport à ce qui se passe à l'échelle internationale. En fait, concrètement, et c'est vrai que les Vénézuéliens ont du mal aussi à être actuellement autant mis en mots par des enjeux géopolitiques. C'est dur de se faire prendre comme un objet géopolitique, mais de fait, ça existe. Et si je passe par cette question d'analyse plutôt des relations internationales, ce que terme que je préfère, il est certain que aujourd'hui se pose une question de quelle va être la relation entre l'Europe et les États-Unis, quel va être ce nouvel ordre avec les hémisphères en fait et du coup et la répartition en fait de pouvoir dans tout ça. Et concrètement,
Voilà, en tant que citoyenne française et européenne, j'ai plein de critiques en fait vis-à-vis de ce que c'est les institutions de ce côté de l'Atlantique, mais je sais aussi que ça a été à des moments justement un espace qui a permis des discussions, des nuances, etc., qui n'existent pas par ailleurs. Donc je pense que c'est quelque chose dont il faudrait peut-être prendre soin, et ces types d'ambiguïté ne le permettent pas. Voilà, par exemple, la position de président espagnol est possible parce que justement, il est dans un contexte européen qui le permet et qui lui a permis du coup de faire alliance avec le président brésilien, avec la présidente mexicaine, en fait avec le président colombien, pour essayer de proposer une réponse différente à ce qui se passe au Venezuela. Mais bon, ça de ce côté-là. Et sinon, en fait, du côté, du coup, de ce qui est, voilà, on va dire, un espace que j'ai étudié, que j'ai étudié au Venezuela, qui sont les gauches au Venezuela, et l'espace, du coup, avec lesquels elles sont en lien, donc en France, donc les gauches françaises. En fait, le travail est en train d'être fait, mais il existe depuis longtemps. Il y a, bien sûr, des questions qui se posent, lourde de sens pour les gauches françaises, de comment construire cette solidarité internationale tout en respectant le fait qu'il y a des luttes, des batailles, voilà, qui sont propres à ce qui se passe en France, ce qui se passe en Europe, et face auxquelles il faut aussi, bien sûr, garder des forces unitaires pour affronter d'ailleurs des risques très lourds qui sont là en face. En fait, on peut pas ignorer le risque des municipales et des présidentielles de l'année prochaine. Justement, il me semble que vis-à-vis de ça, il y a des choses qui sont en train d'être travaillées et qui doivent être clarifiées. Et quelque chose qui est compliqué, si je prends en compte des discussions récentes et les événements de solidarité récents, c'est que dans l'idée de rejeter nécessairement l'intervention militaire états-unienne, dans l'idée de rejeter nécessairement cette idée que ce serait une justice états-unienne qui va résoudre en fait les soucis qu'on a les Vénézuéliens et Vénézuéliennes avec Nicolas Maduro ou Cilia Flores. Dans ce rejet-là, en fait, il faut qu'on fasse très attention à ne pas, par ce biais-là, se rapprocher par contre de gouvernements autoritaires qui soumettent les Vénézuéliens. En fait, le rejet de la botte Yankee n'a pas à être un soutien à la botte militaire. Et dans ce sens-là, on peut pas manifester de ce soutien au peuple vénézuélien si on accompagne une ambassade vénézuélienne en France dans ses expressions politiques, parce qu'elle signifie quelque chose c'est la domination sur le peuple vénézuélien. En fait, et dans ça, justement, on va dire que ce qui vient de Venezuela est très clair. Ce qui est dit depuis le Venezuela est très clair. Solidarité, c'est entre les peuples. C'est pas des peuples avec les gouvernements. Et là, justement, du coup, oui, il y a et c'est déjà en train d'être fait, en fait, en France, heureusement. Il y a justement déjà des mobilisations, déjà des actions, déjà des formes de construction de cette solidarité qui existent parce que, justement, des liens organisationnels existaient auparavant, parce que des liens syndicaux existaient aussi auparavant. Et donc, en fait, aujourd'hui, justement, il y a une expression qui s'est faite récemment dans la rue, qu'on espère aussi construire, non pas seulement dans la rue, mais aussi, je veux dire, dans d'autres espaces, en fait, un peu plus de discussion, de formation en commun, d'apprentissage, dans l'idée aussi de faire circuler la parole, en fait, de ceux qui sont en train de se battre, en fait, au Venezuela vers ici, chose qui aussi a été faite de toute façon auparavant, mais qu'il faut intensifier aujourd'hui. Et en fait, il faut aussi se dire que les mots d'ordre, en fait, sont en train d'être construits au Venezuela. Parce que les temporalités de cette période d'incertitude et les dangers de cette période d'incertitude sont tels que, justement, les proches, les gauches vénézuéliennes, ont elles aussi une expression rapide de rejet, mais aussi besoin de temps pour élaborer. Et je pense qu'une des choses qui va être centrale par rapport aux gauches françaises, c'est qu'on soit aussi en capacité, justement, être actif, mais être humble et attendre ces mots d'ordre pour qu'on puisse véritablement accompagner les luttes telles qu'elles se construisent sur place, sans imposer des choses qui nous sont propres, qui ont une légitimité parce que c'est des batailles ici,
mais qui vont devoir aussi être dans un dialogue avec quelles sont les batailles qui se construisent sur place. Merci beaucoup Yoletti pour toutes ces analyses, mais aussi cette sagesse. J'espère que les gauches françaises qui pourront t'écouter, parce que je pense pas que les gauches vénézuéliennes écoutent la midinale, mais t'écouteront avec attention. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toi.